au cri de Le Pen président qu'est accueilli le candidat du Front National. Le Palais des Sports était archi-comble pour le dernier grand meeting de Jean-Marie Le Pen et dès le début, le ton était donné. Comme vous avez pu le voir, depuis le début de l'année, la chasse aux pigeons est ouverte. Et le candidat du Front National promet non seulement de tenir 20 engagements, mais surtout une surprise pour le 22 avril. Jean-Marie Le Pen fait par ailleurs remarquer que ses adversaires mettent aujourd'hui au centre de leur campagne ses propres thèmes. Vous avez observé comme moi-même que mes concurrents ont mis au centre de leur campagne les thèmes de l'immigration, du patriotisme et de l'identité nationale, pour lesquels pourtant on m'a diffamé, insulté et diabolisé pendant 30 ans, en même temps que vous, les millions d'électeurs du Front National. Et le candidat du Front National de souligner l'incapacité et l'inefficacité de ses concurrents, ceux, dit-il, qui ont participé à des gouvernements successifs ou étaient chefs de partis importants. Mais comment pourraient-ils faire demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier? Oui, comment le pourrait-il? Car enfin voici venue l'heure du bilan. Depuis 1980, la gauche a été au pouvoir 14 ans et la droite 12 ans. Or, la France est dans une situation de désastre économique et social total. Chaque électeur doit savoir que les grands chiffres de l'état de la France sont truqués, tronqués, bidouillés pour dissimuler la vérité. Et Jean-Marie Le Pen de tirer à boulet rouge sur Nicolas Sarkozy. Non, monsieur Sarkozy, le monde ne tourne pas autour de votre petite personne. Bien avant que vos parents ne viennent de Hongrie et de Grèce, il y a toujours eu, au sein du peuple français, un courant national plus préoccupé de l'avenir et de l'intérêt du pays que de la personne des dirigeants. Vous n'avez donc pas perçu la formidable colère des Français, pillés, ruinés, désespérés contre la racaille politicienne dont vous êtes un des chefs et un des emblèmes. Au royaume de Jean-Marie Le Pen, Madame Royal et Monsieur Bayrou ne sont pas non plus épargnés. À force d'aller à la rencontre de la démocratie participative, Madame Royal a fini par tomber dedans. Sentant l'évolution de l'opinion, elle aussi a brandi le drapeau tricolore et fait chanter la Marseillaise à des foules plus habituées à l'international. Récemment, elle l'a même fait chanter 2 fois. Et du tac au tac, Monsieur Bayrou, qui ne veut pas perdre une miette de démagogie, s'est acheté un 2e tracteur. Enfin, pour terminer, c'est une Marseillaise un peu spéciale, une Marseillaise version jazz que le Front National offre à ses militants. Jean-Marie Le Pen, une Marseillaise jazzy, c'est le nouveau Front National? Non, on a chanté d'abord un couplet qui est le 4e couplet de la Marseillaise, Amour sacré de la patrie. Il faut bien dire qu'il est un peu moins sanglant que le premier. Et je crois que ça correspond aux vœux d'un certain nombre de Français qui ne souhaitent pas toujours voir évoquer l'aspect révolutionnaire de la Marseillaise. Alors, on vous le dit souvent et vous n'aimez pas ça. Il paraît que vous vous êtes assagi. Ma foi, oui, si on me le dit comme un compliment, je le prends comme tel. Mais généralement, on l'entend comme si j'étais amorti, ce que je n'ai pas le sentiment d'être. Alors aujourd'hui, vous avez fait siffler Nicolas Sarkozy, puis à d'autres moments, vous dites, bon, on pourrait parler avec lui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Mais je n'ai pas fait siffler Nicolas Sarkozy. De la même manière que, contrairement à ce qu'il dit, je ne l'ai jamais insulté. Mon différend naturel avec lui, puisque nous sommes des concurrents en politique, c'est de faire des critiques des positions qu'il a prises. Mais j'ai toujours exprimé dans des formes très courtoises. Quand même, quand vous dites qu'il est représentant de la racaille politicienne... Ah, là, j'ai un peu forcé la note,
Parce que c'est vrai que beaucoup de citoyens le ressentent comme ça. Beaucoup de citoyens n'ont pas oublié la multiplicité des scandales qui ont illustré la Ve République, dont certains ont été catastrophiques. Enfin, les affaires de la mairie de Paris, les affaires des lycées de l'Île-de-France, les affaires comme le Nicolas Sarkozy. Non, mais Nicolas Sarkozy était un des dirigeants du parti politique de Jacques Chirac. Enfin, ce n'est pas comment dirais-je, un chevalier blanc, ni un poulet de l'année. Il est dans la politique depuis 30 ans. Il occupe des postes de responsabilité et il assume, à la place qui est la sienne, la responsabilité du mouvement que Jacques Chirac a fondé et dont il est devenu le président. Alors, vous dites quand même que vous pourriez, le cas échéant, parler avec lui, voire même lui parler entre les deux tours. Moi, je m'interdis de parler avec personne. Ça fait partie, me semble-t-il, de la fonction de l'homme public qui doit être ouvert à tous les contacts et à toutes les conversations. Ce qui n'engage pas, ce sont des échanges de vues. Et moi, je trouve que se priver de ces échanges de vues par l'ostracisme, comme M. Chirac l'a pratiqué à notre égard, c'est tout à fait contraire à la démocratie. Alors tout de même, on se demande ce qui se passe entre vous et Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est le jeu du chat et de la souris pour savoir lequel va croquer l'autre? Écoutez, ça n'est pas moi qui ai été sur le terrain idéologique de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui, semble-t-il, est venu sur le terrain de l'identité nationale, de l'immigration, du drapeau tricolore et tout cela. Moi, j'ai salué cette dérive qui est condamnée par la gauche, mais que pratique même aussi Madame Royal. Et je constate que, dans le fond, les raisons pour lesquelles j'ai été diabolisé et critiqué pendant des années sont aujourd'hui adoptées, en quelque sorte, par mes concurrents. Mais peut-être parce que des gens se disent, après tout, ces valeurs-là, oui, on les aime, mais sans Le Pen, c'est mieux. Mais pourquoi sans Le Pen? Qu'est-ce qu'a donc fait Le Pen qui justifierait qu'on l'exclue de la vie politique? Parce que Le Pen, il aime la provoque, voilà. Alors donc on dit, il n'aime pas la provoque, c'est pas vrai. Simplement, nous sommes dans un temps où de pensée unique, où toute divergence avec la vulgate professée est considérée comme un outrage ou comme comment dirais-je, une distorsion. Moi, j'admets la discussion, y compris très dure, très ardue, très virile, sur les positions politiques. Et puis, en démocratie, sur les électeurs qui choisissent. Alors, vous dites être convaincu d'être présent au deuxième tour. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Parce que dans les sondages, là, vous êtes un peu décroché quand même. Hein? Oui, mais moi, je compare mes sondages de 2007 aux sondages de 2002, où les organes de sondage s'étaient tous trompés et où j'ai fait un chiffre nettement plus important que celui qui m'était accordé 8 jours avant les élections, et plus encore dans les mois précédents. Et alors je dis, moi, si j'extrapole les résultats officiels, connus, ceux qu'ils publient, ben, je m'aperçois que je suis au-dessus de 20%. Et je pense que d'autres candidats seront au-dessous. Et vous aurez qui en face de vous? Parce que vous dites souvent, ça va être Nicolas Sarkozy, mais est-ce que les propositions d'alliance Royal-Bayrou pourraient le faire trébucher? Je ne crois pas. Je crois qu'il s'agit là de gesticulation politicienne, de bandes de billard à 3, plutôt de jeux à 3 bandes, et que cela ne va pas changer une opinion que je crois personnellement, moi, beaucoup plus fixée qu'on ne le dit dans les sondages. Mais quand même, une finale Le Pen-Sarkozy, ça serait représentatif de la France, parce que quand même, il dit, lui, être plus à droite que Jacques Chirac. Oui. Vous n'êtes pas franchement à gauche. Oui, oui, mais cher monsieur, ça voudrait admettre qu'il n'y a qu'une seule, comment dirais-je, une seule catégorie, la gauche et la droite. Et il se trouve que moi, mes 3 candidats concurrents sont 3 représentants de l'établissement. Ils sont tous les 3 européistes. Et moi, sur ce terrain, je suis en désaccord complet avec eux. Et bien évident que quel que soit le candidat que j'aurai en face de moi, que ce soit M. Sarkozy ou Mme Royal, ben, j'aurai à peu près la même critique, puisque ces candidats sont représentatifs des partis qui ont gouverné la France pendant 30 ans et que j'accuse du marasme actuel du pays. Alors, si vous étiez élu président, à quoi ressemblerait un gouvernement Le Pen?
Eh bien, écoutez, ça dépendra beaucoup des élections législatives. Bon, la tradition veut chez nous, les habitudes, et jusqu'ici, ça a toujours été confirmé, c'est que l'Assemblée nationale ressemble au président de la République. Et parce que le président de la République dit au pays, écoutez, vous m'avez choisi, donnez-moi une majorité parlementaire pour me permettre de faire les réformes que vous avez approuvées. Alors, si c'est le cas, il y aura une majorité Front National. Dans ce cas-là, je pourrais désigner un gouvernement peut-être homogène, Front National, mais je pourrais aussi très bien prendre soit dans la société civile, soit dans les partis de la majorité, de l'ex-majorité, peut-être des représentants, pourquoi pas. Je ne suis pas fermé, moi. Je trouve le pays dans une situation dramatique. Pour en sortir, il faut créer véritablement un rassemblement très large de forces politiques et de citoyens qui permettent de sortir du marasme. Y compris de gauche ? Vous pourriez prendre des personnalités de gauche, à condition qu'elles acceptent de venir, bien entendu. Mais pourquoi pas? Vous savez, par exemple, je suis sur le cas du réchauffement de la Terre. Bon, je suis plus près de M. Allègre que de M. Hulot et d'autres gens, ou de Mme Voynet. Je crois vous pourriez téléphoner à Claude Allègre, lui demander s'il est... Pourquoi pas, oui. D'ailleurs, et vous croyez qu'il accepterait? Mais je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait ces démarches-là. Quand j'ai fait mon livre « Lettres ouvertes françaises », j'ai écrit à Jospin, j'ai écrit à Gallo, j'ai écrit à Chevènement, j'ai écrit à des gens comme ça. Ils ne m'ont pas répondu. Jusqu'à présent, ils ne veulent pas. Hein. Ils ne m'ont pas répondu. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai fait la démarche. J'ai tendu la main, j'ai fait la démarche d'ouverture. Ça n'est pas moi qui les ai rejetés, c'est eux qui ne m'ont pas accepté. Voilà. Alors, la première mesure de Jean-Marie Le Pen, président de la République, c'est... Écoutez, je crois que la première mesure, ce doit être un audit. Un audit rapide, fait par la Cour des comptes et un organe d'audit international, de façon à ce que les Français sachent la vérité sur la situation de la France. Quel est le chiffre de notre population? Quelle est l'étendue des désastres financiers, des déficits politiques et sociaux, enfin budgétaires et sociaux? Quel est le nombre de crimes et de délits? Toutes ces notions sont contestées, controuvées. Quel est le nombre de chômeurs? On ne le sait pas, à quelques millions près. Je voudrais d'abord savoir ça. Et ensuite, je crois que la décision la plus urgente à prendre est dans le domaine de l'immigration, parce que les étrangers continuent d'entrer dans notre pays à la cadence de 300 à 400 000 par an. Et par conséquent, il faut arrêter cette... Alors, comment on arrête? Parce que vous dites l'immigration zéro, mais comment on fait pour empêcher des personnes d'entrer en France? Non, on fait une distinction très nette entre les Français et les étrangers. On ne persécute pas les étrangers, mais on favorise les Français. C'est une discrimination positive en faveur des Français, et par conséquent, les étrangers savent, s'ils viennent chez nous, qu'ils ne peuvent venir que s'ils peuvent assumer leur propre subsistance, que la France ne leur fournira plus, comme elle le faisait généreusement avant, les aides sociales pour le logement, pour l'école, pour la santé et tout cela. Les étrangers doivent savoir que étrangers en France, ils seront respectés, ils seront traités convenablement, mais ils doivent assumer leurs propres responsabilités. Alors, vous dites la préférence nationale, c'est-à-dire pas un certain nombre d'allocations sociales ne seraient pas versées aux étrangers. C'est ça. Or, vous savez que le Conseil d'État a déjà condamné par le passé ce genre de mesures, et le Conseil constitutionnel ensuite. Oui, mais le Conseil d'État est obligé de se plier à la loi. Et par conséquent, s'il le faut, ou bien je le ferai faire par le biais de la loi ou par le biais du référendum. Personne n'est plus souverain que ne l'est le suffrage universel quand il s'exprime dans un référendum. Vous dites que tous les Français doivent avoir les mêmes droits. Or, votre parti, avec d'autres d'ailleurs, a porté plainte pour empêcher la construction d'une grande mosquée à Marseille. La municipalité de Marseille avait prévu de donner un terrain avec un bail amphithéotique. Nous n'avons pas porté plainte contre la mosquée. Nous avons porté plainte contre la municipalité, en vertu de la loi de 1905 qui interdit au pouvoir public français
de favoriser en quelque mesure que ce soit, quelque religion que ce soit. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution pour que, à Marseille par exemple, où il y a à peu près le quart de la population qui pratique la religion musulmane, ces personnes trouvent un lieu de culte? C'est aux musulmans de la trouver. Vous n'allez pas me dire que 100 ou 150 000 fidèles d'une religion ne sont pas capables à Marseille de se cotiser pour acheter un terrain. Enfin voyons, ça n'existe pas. Et je trouve tout à fait condamnable la façon dont le ministre des Cultes, ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, est intervenu dans la promotion de la religion musulmane. Parce que je trouve un petit peu aussi étonnant, je dois dire, qu'installé à peine depuis 20 ans dans le paysage politique français, les musulmans aient dans ce domaine des exigences drastiques. Encore une fois, nous avons mis des siècles à bâtir nos cathédrales, et je signale que dans les pays musulmans, on ne nous autorise pas à construire de cathédrales. Le seul endroit où nous étions autorisés à pratiquer notre religion, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Vous avez dit l'autre jour aux jeunes de banlieue, allez chercher le travail sur le trimar. Alors d'abord, il faut une traduction, parce que trimar, c'est pas un mot très utilisé de nos jours. D'accord, mais il faut... Donc, mais allez chercher le travail. Mais ils disent, nous, on veut bien, sauf que discrimination. Non, c'est vrai qu'il y a des discriminations. Mais il y a des discriminations qui sont tout à fait liées à la mauvaise réputation. À la mauvaise réputation qu'ont les banlieues, mauvaise réputation qui a été donnée aux banlieues par des minorités, peut-être infimes, mais des minorités qui découragent les gens. Voilà, les gens ne veulent pas prendre de risques. Alors je crois qu'en allant chercher le travail ailleurs, ils ne supporteront pas cette espèce de contagion de la discrimination que je regrette pour ma part. Moi, vous condamnez ces discriminations? Tout à fait. Moi, je travaille dans la vie. J'ai recours à des travailleurs qui sont d'origine étrangère à la France. Vous ne diriez pas, comme Philippe de Villiers, qu'il y a un danger d'islamisation de la France? Je ne prends pas le problème sous cet angle-là. Villiers, lui, comment dirais-je, porte sur la religion un regard différent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger, mais il me paraît moins important que celui de l'immigration. Si les musulmans appliquent leur religion et leurs coutumes et leurs mœurs chez eux, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est quand ils les mettent en contradiction avec nos mœurs et nos coutumes à nous. Et je dis très franchement que ça n'est pas à nous de nous adapter aux religions ou aux mœurs des immigrés, c'est aux immigrés d'adapter leurs mœurs et leurs coutumes aux nôtres. Alors, vous vous adressez aussi aux couches populaires. Oui. Et vous êtes favorable à une très très forte baisse des impôts, puisque pour vous, le taux supérieur doit se situer à 20% de prélèvement. Oui. Mais c'est ultra-libéral, ça? Non, ce n'est pas ultra-libéral. C'est simplement le moyen que je crois indispensable pour provoquer le redéploiement de l'économie. Nous perdons chaque année des milliers et des milliers de gens qui sont chassés de chez nous par la pression fiscale et qui vont mettre leur talent, leur argent, leurs moyens à la disposition d'autres pays. Je souhaite qu'ils restent chez nous et je prétends que les économies, au bout de 2 ou 3 ans, nous aurons largement retrouvé les recettes fiscales que nous sommes résolus à ne pas prélever. Nous les retrouverons par le jeu de l'économie française. Vous êtes favorable, comme aux États-Unis, en tout cas à New York, à la tolérance zéro par rapport à la délinquance. Oui, mais si on rapporte la population française à la population américaine, ça voudrait dire qu'en France, il faudrait qu'il y ait 400 000 personnes dans les prisons. C'est vrai. Inenvisageable. Nous n'avons pas tout à fait la même criminalité ni la même délinquance. Mais il est exact que déjà en 2002, j'avais demandé que nous nous dotions d'un équipement, comment dirais-je, de bâtiment nécessaire pour appliquer les sanctions de justice prononcées par les tribunaux. Car si une sanction n'est pas mise en œuvre, et on sait que maintenant, par exemple en France, eh bien, les gens condamnés à moins d'1 an de prison ferme ne vont pas en prison. Par conséquent... 400 000 prisonniers en France... il ne s'agit pas de... Non, mais si on appliquait cette politique comme elle est appliquée à New York, par exemple, c'est 400 000. Non. Et c'est vrai qu'il y a 2 millions de prisonniers aux États-Unis, mais il s'agit d'un pays
dans lequel la criminalité est plus forte que chez nous. Mais nous avons, nous, 50 000 places de prison et déjà 68 000 prisonniers, ce qui est indécent, ce qui n'est pas normal et qui crée dans les prisons des conditions de détention qui ne sont pas conformes à la loi. Alors moi, je crois aussi d'autre part que si on doit avoir une politique pénale, il faut qu'elle soit juste, humaine, raisonnable. Et c'est dans ce domaine qu'elle sera acceptée et qu'elle jouera son rôle dissuasif et son rôle correctionnel au sens littéral du terme. Il faut qu'il y ait des établissements où puissent être séparés les condamnés et les prévenus, où soient séparés les mineurs et les majeurs, les criminels dangereux des criminels non dangereux. Et nous n'avons pas cette gamme d'équipements pénaux et il est nécessaire d'arriver à les créer. Mais encore une fois, il faut bien prendre ce problème par un bout. Or, malheureusement, on ne traite pas ces problèmes. Pour finir, un mot sur l'euro. Vous avez dit l'autre jour, c'est une monnaie d'occupation. Mais les Français l'ont choisi par voie de référendum. Ce référendum auquel vous tenez, de justesse. Mais oui, je dois dire que le référendum de Maastricht, j'avais exprimé à ce sujet toutes les réserves qu'il justifiait. Et les Français, après tout, ne savaient pas trop quelles allaient être les conséquences d'une monnaie qui n'était plus la leur. Mais il faut qu'ils sachent maintenant, c'est que la monnaie est un des instruments du pouvoir, un des instruments de l'existence de la nation, de la souveraineté, et que le fait de ne plus avoir de monnaie nous met à la disposition de l'Europe et à la disposition des étrangers. Et comme cette monnaie, et comme la manière de la BCE de concevoir cette monnaie l'amène à monter sans cesse contre les monnaies qui, elles, subissent un dumping monétaire comme le yuan chinois ou le dollar américain, eh bien nos exportations se trouvent étranglées. Et il est nécessaire que nous puissions nous libérer, il faut que nous puissions retrouver la maîtrise de nos frontières, et pour cela il faut une négociation, il faut non seulement mettre en cause Schengen, mais s'il le faut dans certains domaines, remettre en cause Maastricht. Je vous rappelle quand même qu'il y a des pays européens, comme la Grande-Bretagne, qui n'ont pas accepté l'euro. Merci Monsieur Le Pen, on était dans votre loge au Palais des Sports après votre meeting. Les caméras de BFM TV sous la direction de Frédéric Jousse. Dans un instant, vous aurez un journal complet d'informations. Très bonne soirée à tous.